Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Peut-être avez-vous déjà eu le syndrome de la page blanche, ou juste des moments où vous vous sentiez bloqué dans votre vie sans pouvoir imaginer la suite. Si vous cherchez l'inspiration, cet épisode est fait pour vous. Notre invité du jour explore le monde de l'art pour y trouver les clés d'une existence plus sincère et libre. Que vous soyez vous-même artiste ou que vous cherchiez la créativité dans votre quotidien, c'est la même chose pour cette écrivaine, car chaque vie est une œuvre. La sienne ne fait pas exception. Diplômée de philosophie, chroniqueuse et artiste, l'autrice de Pour tout l'art du monde aux éditions Robert Laffont fait entendre sa voix. Dans ce livre, elle célèbre les talents qui l'inspirent et questionne le cheminement de créateurs qui, à travers leur art, façonnent leur destinée. La chanteuse Barbara Pravi, la journaliste Juliette Fievet, le rappeur Abd Al-Malik, le musicien Ibrahim Malouf et les acteurs et actrices Félix Radu, Anaïs Volpe et Guillaume Canet. À tous, elle pose la même question. Comment faire de sa vie une œuvre d'art ? Aujourd'hui, nous découvrons avec elle les clés de ses personnalités pour une vie unique et authentique. Bonjour Safia Westphal et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour, merci beaucoup. Pour toi, créer, c'est pas forcément être artiste au sens où on l'entend généralement. Tu penses que chaque vie contient de l'art. Tu écris avec la journaliste Juliette Fievet. Nous sommes tous les créateurs de notre propre vie. On doit se battre pour ne pas la subir ou la souffrir. Qu'est-ce que ça signifie de faire de sa vie une œuvre d'art ? Je pense que faire de sa vie une œuvre d'art, par définition, c'est vivre. Je pense que l'existence humaine en tant que telle est un élan vers l'aboutissement de soi, la réalisation de soi, et que dès lors que l'on œuvre pour avancer, dès lors que l'on œuvre pour trouver du sens, on s'inscrit déjà dans cette quête qui est par définition une quête quelque peu artistique parce qu'on devient l'œuvre de sa propre vie, parce que notre existence et le sens qu'on lui donne créent une forme de mosaïque de couleurs qui s'apparente à une œuvre d'art. Et est-ce qu'il y aurait des philosophes, des artistes ou des penseurs qui peuvent nous éclairer dans cette voie ? Je pense que déjà, les artistes qui se retrouvent au sein de ce livre sont vraiment à l'image de cette idée-là, parce que ils sont à l'image de la vie dans la mesure où finalement on est dans une société où il y a de la place pour tout le monde, pour chaque personne, pour chaque destinée, et les échantillons d'artistes qui se retrouvent dans ces pages le démontrent parce qu'ils sont tous éminemment différents. Ils ont sur le papier ils ont peu de choses en commun sur le papier et finalement, fondamentalement, ils trouvent tous leur place, ils s'inscrivent dans la vie, ils sont animés par des désirs, par des passions, par des choses qui leur traversent le ventre et ça leur donne une légitimité pour exister dans la réalité. Et évidemment, eux, ils le font de façon publique et ils nous inspirent et on avance avec eux grâce à leur musique, grâce à leurs films, grâce à leur écriture. Mais finalement, je pense que chaque personne dans sa vie, au quotidien, peut s'inspirer de cette envie, de cette foi qui nous traverse et qui nous donne
qui nous donne la ferveur nécessaire pour le faire. Et finalement, je pense pas qu'il y ait une personne au monde qui soit plus légitime à nous inspirer, mais je pense que l'inspiration, on peut la trouver partout, chez les artistes et chez les gens qui, de par leur vie, se font artistes. Créer, ça passe d'abord du coup par notre rapport à nous-mêmes et par ce qu'on appelle le talent. C'est une notion que tu as beaucoup explorée. Alors, est-ce que le talent est nécessaire, suffisant, ou est-ce que c'est un mythe ? Moi, j'ai pas envie de croire que le talent soit un mythe. Et je sais qu'il y a plein de théories selon lesquelles le talent serait de l'acquis et serait un attribut qu'on acquiert dans l'expérience. Et j'entends ces argumentaires. Je pense effectivement que le talent est quelque chose qui se travaille et qu'on peut faire croître notre talent. Mais je pense quand même qu'on a quelque chose en nous, une étincelle, qui nous singularise d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il n'y aurait pas des personnes qui seraient pourvues de talent et d'autres non. Je pense que finalement, l'une des quêtes de nos existences, c'est de trouver ce talent. Quel est notre talent ? Quelle est cette étincelle, cette lumière qui fait qu'on a quelque chose à offrir et à donner au monde ? Et ça, je pense que c'est différent chez chacun, mais que ça existe bel et bien. Tu parles de lumière, mais il y a aussi, souvent quand on s'imagine un artiste, une forme de noirceur aussi. On pense souvent à quelqu'un d'un peu complexe, de torturé. Est-ce qu'il faut, comme le pense l'acteur Guillaume Canet, avoir du chaos en soi pour créer ? Je ne sais pas si c'est une nécessité, mais en tout cas, je pense que la création est une réponse à ça. Ça, j'en suis persuadée. Je pense que vraiment, on traverse tous des choses vraiment difficiles, que la vie, c'est une épreuve perpétuelle, bien qu'elle soit aussi ponctuée de plein de formes de merveilles, qu'elle soit ponctuée de plein de choses extrêmement positives et porteuses, mais on se souvient tous de moments où on a tellement mal. On a tellement mal dans le ventre, on a tellement mal dans la gorge. Et dans ces moments-là, c'est vrai que la possibilité de créer, notamment une œuvre artistique ou autre, mais en tout cas, soit avoir des projets, se projeter dans l'existence, avoir des idées, avoir un rapport aux choses, une motivation, et plus largement la création en tant que telle. Donc vraiment se dire, ok, comme Barbara Pravi dit ça à un moment donné dans un chapitre, elle dit j'essaie de mettre en art le beau qu'il y a en moi ou le moins beau que je transforme en beau pour en faire quelque chose, pour en faire une création. Et je pense que effectivement, on a tous de la noirceur en nous. On a tous vraiment de la noirceur en nous. Et il est de notre responsabilité de décider ce que l'on va en faire. Va-t-on cultiver cette noirceur ? Parfois, c'est nécessaire. Ou va-t-on dépasser le stade de cette complainte et de cette tristesse absolue pour en faire quelque chose de beau et de lumineux ? Et donc, si la création et si la noirceur n'est pas une nécessité à la création, en tout cas, la création peut être une réponse à cette noirceur qui la transforme en quelque chose d'absolument magnifique. Et ça nous sauve. Donc, la création, en tout cas, elle nous sauve. Elle peut être notre salut, je pense. Donc là, tu présentes l'art comme une réponse, donc comme une façon de soulager l'âme de l'artiste. Pourtant, si on écoute le comédien Félix Radu, faire de l'art pour soi n'est que le début du processus. Il se doit d'être dépassé. Je cite, il dit « La création doit devenir l'occasion de soulager, de faire voyager les esprits auxquels elle est destinée, même si cela signifie parfois que le créateur se trouve empêché de voyager lui-même. » Autrement dit, on ne fait pas de l'art uniquement pour soi, mais aussi pour les autres. Quel est l'écueil quand on cherche l'inspiration uniquement dans nos propres vies ? Et comment trouver le juste équilibre entre l'art comme guérison et l'art comme offrande ? Waouh, quelle magnifique question. Vraiment, je la trouve très très belle, très poétique. Et c'est déjà une forme d'art. La question en tant que telle, la rédaction de la question en tant que telle, c'est déjà une forme d'art. C'est pour ça qu'on sent quand même que l'art est partout. Parce que dans cette interview, dans ces questions, on sent déjà qu'il y a de l'art, on sent déjà qu'il y a une recherche poétique. Et ça vient quand même corroborer cette aspiration ou cette inspiration que j'ai relativement à l'art. Mais pour répondre à ta question, j'ai le sentiment... Alors, pour ce qui est de Félix et de son positionnement, moi, ce que je trouve qui est riche aussi... ce qui est riche en tout cas dans ce que ce livre m'a apporté, parce que forcément on crée un livre, on a une démarche, on tend vers les gens, on tend vers une communication et finalement ça nous apporte quelque chose aussi singulièrement, c'est que j'ai fait le parti pris d'être en dialogue avec des pensées, des artistes qui parfois s'éloignent un peu de mes propres convictions. Et peut-être que c'est un point de divergence entre Félix et moi, cette analyse, parce que
Moi, je pense que c'est profondément corrélé, en fait. Si je parle singulièrement et de par ma propre expérience, je sais que quand j'ai créé quelque chose, ça, par définition, à un moment donné, établit une communion avec les autres. Et finalement, le moment de la quintessence artistique, le moment où l'art prend sens, c'est justement le moment de cette rencontre-là. Et l'art, s'il est authentique, je pense que par définition, il mène toujours à ça. Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans le propos, par exemple, d'Abdel Malik, qui dit que quand on cherche à créer une œuvre pour toucher les gens et pour qu'elle ait une portée universelle et qu'on met ça comme préétabli, très souvent, ça ne marche pas. Par contre, quand on part de ses propres émotions, quand on part de ses propres réalités, de ses propres écueils, justement, et de ce qui nous inspire ou de ce qui nous fait souffrir, et qu'on en fait une œuvre artistique, eh bien là, justement, on peut approcher de l'universel, parce qu'on part de son intimité, on part de sa propre sincérité, de sa propre réalité, de sa propre vérité. Et à partir de ça, notre art peut toucher et peut avoir un écho chez les gens. Mais je pense que si on part de prime abord de l'idée qu'on veut toucher autrui, je suis pas sûre que ce soit opérant. Et je pense pas d'ailleurs que ce soit ce que Félix dit, attention, hein. Mais je veux dire, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a une corrélation entre les deux. Et je trouve que, pour parler de Félix singulièrement, il a créé une pièce qui s'appelle Rose et Massimo, dont il a sorti la version écrite récemment et qui joue à Avignon pour l'instant. Et c'est une pièce qui touche profondément les gens, mais qui, je suis sûre, l'a libéré lui aussi. Donc finalement, il y a une corrélation, et je trouve que cette corrélation est magnifique. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de choisir, mais qu'il est important de savoir que la démarche que l'on a ne doit jamais être une démarche égoïste. Et pour qu'elle ne le soit pas, je pense que l'art ne doit pas sombrer dans l'ego. Et finalement, je pense que c'est ça qu'ultimement Félix dit. C'est que si on fait de l'art pour être regardé, alors on ne dialogue plus. Mais si on fait de l'art pour rencontrer, alors on se renforce et on devient plus forts tous ensemble. Merci. Tu parles de sincérité radicale, du coup, comme le disait Abdel Malik. Oui. C'est par cette sincérité, du coup, qu'on touche l'autre et l'universel. Mais comment on atteint cette vérité dans nos vies, qu'on soit artiste ou non d'ailleurs? Mais comment arriver à ce discours sincère? J'ai posé la même question à Abdel Malik. Parce que donc, la radicale sincérité, c'est un terme qui vient de lui. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'admire énormément Abdel Malik. Je pense qu'il est arrivé à un niveau de sagesse qui est une forme de, non pas de destination finale et définitive, absolument pas. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il a fait un chemin que je n'ai pas encore appréhendé et qui pour moi est un phare. Je pense qu'on a besoin de phares dans nos quêtes. De phares artistiques, de phares humains. Je pense qu'on a nos parents, on a nos amis, on a des artistes qui nous inspirent, qui nous bouleversent. Moi, je sais que parmi tous, j'ai Léo Ferré, qui malheureusement est mort, donc je n'ai pas pu le solliciter pour faire un entretien avec lui. Mais Abdel Malik aussi peut être un phare. Et je pense que, franchement, fondamentalement, c'est un chemin perpétuel. La sincérité, en tout cas l'idée de radicale sincérité, à moins d'être arrivé à un niveau de sagesse que je pense avec lequel flirte, je pense, Abdel Malik, vraiment, c'est ça qui fait vraiment la spécificité, la singularité et la richesse de sa pensée. Mais sincèrement, je pense qu'il ne faut pas se blâmer si parfois on est un peu à côté de sa sincérité, ou si parfois on a le sentiment de ne pas savoir trop où on en est. En fait, il faut pouvoir faire une différence fondamentale, entre les idéaux, entre l'idéal, l'aspiration, le fait de tendre vers, et l'incarnation de ça. Et je pense qu'on est dans une dialectique constante entre notre inspiration, notre aspiration à tendre vers ces choses comme des idéaux qui aiguillent et qui illuminent notre existence et qui font de nous des gens bien et des gens en exploration, et le fait que la réalité matérielle de notre existence
nos fragilités, nos doutes, le fait que là on est dans un podcast qui s'appelle Graines de métamorphose, qui est destiné à des personnes qui sont peut-être plus jeunes et qui sont encore dans ce cheminement et dans cette quête. Et je pense que la réponse, c'est de pas s'autoflageller. Parce que même moi, qui écrit des chroniques, qui écrit des livres, etc., qui tendent vers ça, qui tendent à être en transparence avec soi-même, qui aspire à être dans un rapport de vérité à soi et aux autres, parfois je me sens complètement à côté et je pense que c'est normal. Mais tendre vers ça et garder cette foi et cette ferveur et cette aspiration en soi, c'est déjà le début de la réponse. Mais c'est rassurant en tout cas de se dire que toi aussi tu ressens cette insécurité de temps en temps. Mais tellement, tellement. Tu parles beaucoup dans le livre de communion avec l'autre, notamment pour rester sur ta discussion avec Abdelmalik. Oui. Tu la vois comme une manière de sortir de soi, de s'insécuriser et de se mettre en mouvement. Quel est le rôle de cette communion dans le processus artistique ? Je pense que c'est l'essence même du processus artistique. Je pense que... j'arriverais difficilement à concevoir, maintenant peut-être que c'est candide, mais j'arriverais difficilement à concevoir qu'une œuvre n'ait pas cette visée ou ne suscite pas cela, même quand elle n'a pas cette visée. Ça nous arrive à tous quand on écoute, on écoute des personnalités, prenons des personnalités décédées, Jacques Brel, Barbara. C'est quand même incroyable le sentiment de leur présence à nos côtés alors qu'ils sont morts. Le sentiment de les comprendre, de les ressentir, de dialoguer avec eux, l'incidence qu'ils peuvent avoir sur notre existence alors qu'ils ne vivent même plus. Si ça, c'est pas la communion, je sais pas ce que c'est, très objectivement. Et c'est le cas aussi pour les artistes contemporains et vivants. Je veux dire, ce sentiment de proximité qu'on peut avoir avec un artiste, alors même qu'on ne le connaît pas, c'est quelque chose qui ne peut pas être autre chose que de la communion. Et donc j'ai le sentiment que finalement, toute la portée de l'art, sa façon d'être véhiculée, sa façon d'exister, sa façon de se pérenniser, d'exister dans le temps, dans la temporalité, dans la spatialité, de transcender les frontières, tout ça, le vecteur de tout ça, ce n'est rien d'autre que la communion, je pense. Et en même temps, dans le livre, tu parles d'un équilibre à trouver quand même entre le fait de rester en soi et donc de s'emmurer dans l'individualisme, mais aussi le risque de se fondre dans l'autre et de perdre son identité et sa voix. Comment on peut trouver cet équilibre ? Mais quelle belle lecture, tout en analyse et en finesse. Il a été lu de près, ce livre, ça me fait plaisir. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, je parle de ça notamment dans la conclusion, dans le chapitre sur Abdelmalik. Et ça, je pense que c'est part de l'art. Et finalement, voilà, moi, je pars du postulat et je défends que nous sommes tous les artistes créateurs de notre propre existence et que donc notre existence, par définition, serait une œuvre d'art. Mais si on s'éloigne de cette idée et qu'on repense l'existence de façon plus factuelle, c'est un équilibre à trouver qui est très compliqué parce que même quand on a la certitude de vivre pour soi, même quand on a la certitude d'avoir une forme d'indépendance, on peut se rendre compte à un moment donné qu'en fait on était dans une forme de dépendance affective à l'égard de quelqu'un qu'on aime, par exemple, ou que en fait on a un besoin de l'existence de l'autre à un point tel que sans cela on n'existe plus. On a le sentiment que notre vie perd en valeur. Et je pense que ces éléments-là, c'est des éléments de vigilance, en fait. Par-delà l'aspiration à un idéal, c'est des éléments de vigilance. C'est-à-dire parvenir à être dans une harmonie entre le don à l'autre, le don de soi à l'autre, aux autres, au monde, et ne pas vivre que pour ça aussi, ne pas vivre que à travers ça, ne pas être tributaire du regard d'autrui. C'est très très compliqué en fait de savoir dealer ces deux dimensions, la dimension de l'affirmation et la dimension de l'écoute et du don de soi. Et je pense que au même titre que la sincérité, c'est quelque chose qui se développe tout au long de l'existence et qui nous demande d'accepter qu'à certains moments on trébuchera. Et franchement, pour parler trivialement, on se cassera bien la gueule. Parce que, très objectivement,
même quand on a le sentiment que notre vie est établie, qu'on a un rapport d'indépendance serein aux autres, qu'on est affirmé, qu'on est installé, à n'importe quel moment on peut tressaillir. Mais avoir cette notion en tête et le savoir, c'est avoir une lucidité sur soi-même qui nous amène à être parés. Et finalement, l'existence, c'est ça. C'est savoir jongler entre ces opposés, savoir cultiver ces paradoxes-là, sans jamais se perdre soi. Et c'est beau, en fait. C'est dur, c'est tragique, c'est compliqué, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de notre vie. Parce que chaque fois qu'on y arrive, et chaque fois qu'on s'affirme un peu plus, et chaque fois que notre identité prend de la couleur et inspire autrui, et aide quelqu'un qu'on aime, ou nous aide nous-mêmes, c'est une petite victoire sur l'existence, et on se dit que ça a du sens et qu'on est là pour quelque chose. Et c'est ça le sublime de l'existence humaine, je crois. Tu parles de ne pas être tributaire de l'autre, et dans ton livre, tu parles aussi de l'autre comme la peur du jugement, notamment dans ta rencontre avec Barbara Pravi. Oui. Comment le fait de dépasser cette peur va nous permettre d'atteindre la liberté artistique, que ce soit dans nos vies ou dans nos œuvres? Oui, mais quand j'ai discuté avec Barbara, et qu'ensuite j'ai repensé à cette rencontre, parce que donc, pour te donner un peu les modalités de... Ça, j'ai pas trop eu l'occasion d'en parler, mais c'est peut-être intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent et pour des personnes qui auraient peut-être des aspirations similaires en termes de réalisation d'un livre. Moi, je suis pas journaliste, ni de formation, ni de pratique. Et du coup, c'est compliqué parfois de réaliser des entretiens quand on ne l'est pas et qu'on n'a pas justement de questions préétablies et qu'on a envie de faire un livre qui est plus un livre entre philosophie et poésie, un livre de conversation, mais qu'on n'a pas les outils. Et en fait, moi, pour réaliser ce livre, en fait, j'ai rencontré donc ces artistes-là. J'ai déposé mon téléphone, j'ai enregistré la conversation et on a discuté pendant 1h30, 2 heures. On a discuté de plein de choses très, très diverses, très personnelles parfois. Certaines choses s'y retrouvent, d'autres non. Et sur base de ces enregistrements-là, j'ai écrit des chapitres et je les ai donc, du coup beaucoup réécoutés. Et ça me permettait postérieurement d'avoir une réflexion et de savoir comment j'allais mener cette réflexion et comment j'allais mener mes chapitres. Et quand j'ai réécouté le chapitre sur Barbara et que j'ai effectivement cette notion de peur du regard d'autrui, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une sorte de rapport inversement proportionnel entre la peur et la liberté. Et que dans la vie, plus on a peur, moins on est libre. Et plus on est libre, moins on a peur. Et vraiment, il y a une sorte dans le lâcher-prise, il y a déjà une forme de liberté. Dans cette aptitude à se dire à un moment donné, bon, je n'ai pas la maîtrise sur tout, advienne que pourra. Je vais y aller, je vais foncer, je vais m'offrir au monde, je vais oser être audacieuse ou audacieux. Et à partir de cela, je verrai ce qui adviendra. Et ça n'a l'air de rien, ça a l'air d'être quelque chose de très galvaudé, de très bateau. Mais il y a une différence fondamentale entre le penser théoriquement et l'incarner factuellement. C'est pas facile. C'est pas facile de se dire, ok, je me lance dans quelque chose, ça peut me précariser sur le plan factuel, sur le plan financier, en termes de regard de l'autre qui peut être extrêmement violent. Il y a tellement d'éléments qui nous contraignent et qui nous inhibent que on a toute forme de peur. Il y a plein de facteurs qui peuvent amener la peur en nous. Et en fait, travailler à déconstruire petit à petit ces facteurs, se dire, ok, bon, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Imaginer la pire des situations et se dire que, en définitive, si toutefois ça arrivait, on pourrait quand même gérer. Ce genre de choses, ça n'a l'air de rien, mais quand on le fait véritablement et qu'on travaille sur ces éléments-là, et qu'on se dit, ok, je vais braver ça, je vais braver ces insécurités, je vais braver ces angoisses, je vais aller au-delà de ça, et bien en fait, au fur et à mesure de ça, on gagne un peu plus en liberté. Et ce quota de liberté, il nous amène à nous transcender et aller au-delà de ce qu'on aurait pu croire qu'on était capable de faire. Et en fait, on prend conscience d'une puissance qui nous habite qu'on ne soupçonnait pas. Mais je pense que cette puissance, elle peut être véritablement contrainte
par la peur, par rapport à plein d'éléments de la vie courante, parce qu'on parle du métier. On parle de nos rêves. Évidemment, effectivement, quand on est contraint, quand on a peur, on n'ose pas parfois se dire « Ok, je vais y aller, je vais foncer vers mes rêves ». Évidemment, il y a ça, mais il y a plein d'autres situations quand on est avec quelqu'un qu'on aime et puis que on sent que la relation ne fonctionne pas, mais on a peur de se retrouver seul et donc du coup on n'ose pas sauter le pas. C'est très très compliqué aussi de se dire ok, déconstruis cette peur et va vers la liberté. À l'inverse, s'engager avec quelqu'un quand on a souffert, pareil en fait. Quand on déconstruit la peur, on va toujours vers plus de liberté et quand on va vers plus de liberté, par définition, on va vers plus de réalisation, je crois. À ce sujet, moi j'ai beaucoup aimé la citation de la Tata Odette du trompettiste Ebrahim Malouf qui disait « Ne laisse personne t'empêcher de faire de ta vie un carnaval ». Je trouve ça génial. Ouais. Quand on décide de faire quelque chose de nouveau, on a souvent des réactions négatives qui sont très présentes, notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as des techniques personnelles pour les ignorer et se recentrer justement sur ton carnaval ? L'expérience, je pense. Parce que très objectivement, je pense que quand Donc là, on parle vraiment de la perspective des réseaux sociaux et d'un métier un peu en visibilité ou de publier une vidéo de quelque sorte et que donc du coup on la dépose sur les réseaux et que ça fasse éventuellement écho ou non chez les gens et que ça puisse éventuellement susciter des critiques. Je pense que les premières expériences, je sais pas ce que t'en penses, je suppose que t'as pu aussi te confronter à ça. Les premières expériences, elles sont douloureuses. Et on a, alors, je dis pas que c'est une donnée universelle et que c'est le cas pour tout le monde et que tout le monde a été touché par ça. Maintenant, je pense que y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent potentiellement se retrouver face à des critiques qui sont parfois gratuites, qui relèvent parfois vraiment de la spéculation, à être en souffrance. Moi, je sais que quand j'ai commencé, j'ai fait des chroniques d'abord en Belgique. Et c'est là que cette notion de communion et de rencontre a pris toute sa valeur et tout son sens parce que j'ai pu expérimenter ça, j'ai pu expérimenter des échanges avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées sinon, qui m'écrivaient, qui me disaient à quel point ça faisait écho en elles. Et donc, ce processus de communion a pris toute sa forme et toute sa chair. Mais à l'inverse, il y a eu aussi énormément de critiques et notamment en tant que femme, je pense que je peux dire aussi que peut-être que la précarité liée à la condition de femme et certaines critiques inhérentes à des spéculations sur certaines choses, sur ce que je suis ou pas, etc., a peut-être été plus exacerbée parce que j'étais une femme et j'essayais de poser ces critiques à l'égard d'un homme et je me disais, tiens, je pense pas qu'elles seraient formulées en ces termes, bien que je sais que les hommes peuvent être aussi extrêmement critiqués. Donc il y a plein de choses qui sont terriblement angoissantes et terrifiantes. Et en fait, je pense qu'il faut pouvoir accepter, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai fait mon chemin, je pense pas que j'ai une formule magique, mais il faut pouvoir accepter qu'à un moment donné, tout devient une banalité. Il faut pouvoir accepter qu'on choisit, évidemment. Enfin, moi, je ne banaliserai jamais le fait de recevoir un message merveilleux pour me dire que quelque chose a touché quelqu'un. Mais à l'inverse, les critiques au début, on a l'impression que c'est insurmontable, que c'est beaucoup trop violent, qu'on n'arrivera jamais à se relever. Et à un moment donné, on les banalise, en fait. On se rend compte que c'est tout le monde, que des personnes qui sont dans ce rapport à la vie, il y en aura toujours. Et en fait, à un moment donné, on les plaint. On se dit, tiens, moi ça me viendrait tellement jamais à l'esprit d'envoyer de quelque chose de négatif à l'égard de quelqu'un. Si j'aime pas un contenu, je ne l'exprime pas. J'exprime mon admiration, mais pas mon désintérêt, voire ma détestation de quelque chose. Enfin, je trouve ça tellement stérile que j'essaie de rationaliser en me disant que si des personnes ressentent ce besoin-là, alors je les plains, sincèrement. Et de surcroît, j'essaie de banaliser. Maintenant, je tiens quand même à préciser quelque chose. C'est qu'il y a une grande différence entre la critique, qui est quelque chose d'extrêmement violent et qu'il faut savoir dealer et puis peut-être arriver à banaliser, et puis le harcèlement, le cyberharcèlement en ligne. Parce que ça, c'est quelque chose qui a une dimension juridique qu'il faut pas banaliser et dont il faut pas dire à quelqu'un « c'est bon,
tu t'en remettras, relève-toi, ce n'est que en ligne, il suffit que tu coupes ton téléphone, parce que ce n'est pas vrai, ça peut avoir une incidence énorme sur la psyché de quelqu'un. Donc parvenir à banaliser pour soi certaines formes de critique, je pense que c'est salvateur. Mais par contre, banaliser la situation de quelqu'un qui est dans une position où il est extrêmement critiqué, où il reçoit des dizaines et des centaines de messages de haine, ça c'est autre chose, et ça c'est un vrai problème politique. Et ce problème politique, il faut qu'on le traite tous ensemble et qu'on ne le minore pas. Et je pense que c'est une nuance quand même qu'il faut établir. Justement, avec l'actrice Anaïs Volpe, tu explores le côté politique de l'art. Oui. Et tu écris qu'en créant de nouvelles images, comme celle de la sororité qu'on voit peu dans le domaine public, la création peut changer la société. Est-ce que c'est ça le but de l'art ? Je pense que c'est l'un des buts de l'art, absolument. Je pense que il y a plein de réponses aux mots qui inondent notre monde. Énormément de réponses. Et je suis absolument admirative de la jeune génération quant à son engagement. Moi, je sais que quand j'avais 15, 16, 18 ans, j'étais beaucoup moins impliquée et que ma prise de conscience inhérente aux problématiques sociétales, elle s'est davantage développée quand j'ai atteint l'âge adulte, le jeune âge adulte, 18-20 ans, et puis durant mes études universitaires et mon cursus en philo, etc. Mais je sens qu'il y a énormément d'aspiration au changement. Et je pense que l'art est une voie royale et magistrale pour faire bouger les choses, parce que finalement, par-delà la factualité de la violence inhérente à notre planète et à tout ce qui s'y vit et tout ce qui s'y joue, il y a aussi la question de l'imaginaire qui est très importante. Pour changer la société, il faut que l'imaginaire collectif évolue. Et finalement, toutes les associations qui œuvrent, militantes, etc., par-delà critiquer le politique et l'amener à changer, elles essayent de faire bouger les consciences. On parle souvent de faire évoluer les consciences. Donc en fait, c'est la question de l'imaginaire collectif qui doit être travaillée. Comment un imaginaire collectif, un imaginaire de société évolue et tend à plus de tolérance, de compréhension, de liberté, de dialogue. Et il y a plein de possibilités de le faire, il y a le militantisme, il y a la politique, mais l'art, il a une incidence directe sur nos imaginaires. Singulièrement, pour nous-mêmes, pour notre chemin, pour son incidence son aptitude à nous inspirer et à nous libérer dans nos vies individuelles, mais plus largement aussi en tant que citoyens. J'en suis persuadée. Quelqu'un comme Abdelmalek, par exemple, il a un art qui a une dimension politique. Il ne se veut pas politique à proprement parler, mais il éveille nos consciences. Et je pense que c'est ça. L'art, il éveille nos consciences, il transforme nos imaginaires, et il a une incidence sur l'évolution de l'imaginaire collectif. Donc, par définition, l'art est un outil de transformation et d'émancipation collective. Justement, tu écris « Nous sommes aussi les créateurs de la vie des autres » avec Juliette Fievet. Et avec ça, il y a un devoir, c'est celui de la transmission. Comment faire de notre art et de nos vies une énergie positive pour le monde ? En étant profondément soi, en étant profondément sincère, je pense encore une fois, je me répète, mais c'est très très important, en dépassant l'ego. Je pense que ça aussi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, je pense que finalement, c'est ça que dit Félix, hein, finalement. Je pense, si on paraphrase, c'est qu'on ne peut pas faire de son action ou de son art l'aspiration à être regardé ou à être adulé. On doit le faire il n'y a jamais d'injonction de toute façon. L'injonction en tant que telle dans le domaine de l'art est déjà problématique, mais on s'entend. Dans un idéal, en tout cas, je pense que c'est important d'inscrire l'art dans une perspective de quête de sens. La vie humaine, c'est une quête de sens. On arrive à ce monde pour le quitter un jour. C'est compliqué de dealer cette information et de vivre avec cette finitude qui nous colle à la peau. On sait qu'un jour on partira. On sait qu'on a une temporalité limitée pour avoir une action sur le monde. Et donc du coup, quand on prend cette mesure-là, quand on prend la mesure du fait que notre seule responsabilité, notre seule incidence sur la vie humaine, c'est d'y insuffler un peu de sens et d'y trouver un peu de sens,
alors par définition, tout ce qu'on créera, que ce soit dans l'art ou dans la vie ou dans nos échanges, un professeur qui transmet à ses élèves, une aide-soignante qui aide ses patients, enfin, il y a tellement de choses, tellement d'exemples par-delà l'art, mais quand on le fait dans cette quête de sens, insuffler du sens à la vie humaine et en trouver, alors c'est porteur, et alors par définition, il y a quelque chose qui relève de la construction d'un meilleur monde à partager, je crois. Moi, ce qui m'a le plus touchée, ce qui fait écho à ce que tu viens de dire, je trouve, c'est la dimension spirituelle de l'art, qui est développée notamment par Ibrahim Malouf dans ton livre. Il voit l'art comme une méditation, presque comme une prière, en fait. Comment est-ce qu'on peut lâcher prise et laisser l'invisible, le mystique, créer l'inspiration de nos vies? Je pense, mais c'est seulement à titre personnel. Je pense qu'on ne peut pas le faire. Ça s'impose à nous. Tu vois, c'est comme quand on cherche absolument à trouver quelqu'un et à tomber amoureux. Et en fait, on cherche, et ça marche pas, et puis un jour, ça nous tombe dessus. Eh ben, le mystique de l'art, pour moi, c'est pareil. Je pense que... en fait, il faut... L'art... Quand on crée de l'art, c'est quelque chose, mais la réception, en tout cas, ça peut pas être un outil. Enfin... L'appréhender comme un outil pour tendre vers quelque chose, donc dans une perspective utilitaire, c'est risqué de ne pas l'embrasser complètement. Je pense qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Quand on écoute un artiste, quand on voit un film, quand on lit un livre, il se passe quelque chose en nous qui est tellement grand que ça transcende absolument tout nos angoisses, à un tel point que on en oublierait presque qu'on va mourir un jour, on en oublierait presque que c'est comme des micro-morceaux d'éternité. Tu vois, il y a un truc tellement immense quand t'es face à un artiste qui chante à un concert ou que t'es seul chez toi un soir et qu'il se passe quelque chose dans ton ventre, dans ton âme et que tes larmes montent et que c'est tellement grand et que c'est tellement beau et que ça te bouleverse tellement et que c'est tellement sublime que tu t'approches le spirituel, quoi. Ça t'offre un sorte de micro-instant d'éternité que tu peux même pas rationaliser et que tu dois pas chercher. Ça vient à toi. Et quand l'art, il fait ça, quand l'art crée ça, alors il a tout gagné. Et celui qui le réceptionne grandit et gagne sur le tragique de la vie parce qu'il s'offre à lui-même du sublime, je pense. Dans l'art, il y a cet aspect que tu décris, donc qui est spirituel, mystique, sublime, mais il y a aussi un aspect presque terre à terre, quoi, quelque chose de très concret. Et là, je reprends les mots d'Ibrahim Malouf, qui fait une grande place à l'aspect physique du processus créatif et qui parle de l'importance de bien respirer pour, je cite, entrer en symbiose avec les battements du cœur au lieu de notre sensibilité. Il parle aussi de sport et d'équilibre. Ce rapport au corps dans l'art, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Pourquoi le corps est-il si important dans la création? Je pense que le corps est important dans tous les domaines de la vie humaine. Et franchement, c'est amusant que tu me poses cette question parce que c'est vraiment une problématique qui m'habite dans cette temporalité de mon existence et dans ce chapitre de ma vie là, que je suis en train d'expérimenter, parce que finalement notre vie est beaucoup par chapitre, je crois. Moi, je suis très 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 en symbiose avec l'âme. J'ai envie vraiment de croire en l'âme et je pense que l'esprit a quelque chose d'absolument sublime et de très important, mais c'est vrai que le corps est la maison de notre esprit et que je pense que c'est aussi important d'être dans un rapport d'amour à soi et que l'amour à soi aussi et s'aimer, en fait. La notion de s'aimer, c'est quand même quelque chose de particulier parce que s'aimer, c'est aimer son esprit, aimer plein de choses, mais s'aimer aussi, c'est prendre soin de soi. Quand on aime les gens, on prend soin d'eux. Quand on s'aime soi, on devrait prendre soin de soi-même. Et prendre soin de son corps, c'est une façon de prendre soin de soi. Et comment, en fait, délivrer de l'amour, délivrer des idées. Comment faire cela si déjà on n'est pas dans un rapport d'amour à soi, au moins relatif.
Et je pense que la médiation du corps dans ce rapport d'amour que l'on porte à soi-même et de soins que l'on porte à soi-même, il n'est pas du tout anecdotique. Il n'est pas du tout anecdotique et je pense qu'il éveille, ou en tout cas, il donne une assise à la puissance dont je parlais tout à l'heure. Parce que quand on est dans un rapport de soins à soi-même et à son propre corps, on gagne en puissance, on gagne en affirmation et du coup on peut davantage tendre vers autrui. Maintenant, pour ce qui est d'Ibrahim, il y a une difficulté supplémentaire ou une complexité supplémentaire, c'est que Ibrahim, c'est un musicien. C'est un musicien qui pratique un instrument qui est extrêmement complexe à pratiquer, qui a beaucoup travaillé. Il parle de son rapport au travail. Enfin, lui, il est absolument persuadé que le talent, c'est à 90% du travail. Enfin, et voire plus. Et je fémise quand je dis 90%. Ou 90, pour parler en belge. Mais du coup, je pense que pour Ibrahim, ça a une consonance il y a un rapport de nécessité. C'est-à-dire que ça peut même pas être accessoire ou factuel. Il n'a pas le choix. Et c'est intéressant, en fait, de voir à quel point, même dans une discipline qui est associée quand même à la plus pure liberté, la discipline artistique, on l'idéalise quand même comme étant quelque chose de fulgurant, d'intuitif, presque d'impulsif. Et y amener une dimension de rigueur, de corporéité, d'assise et de sérieux, en fait, ça donne à voir que, encore une fois, je suis redondante, mais c'est aussi le propos de mon livre, l'art est à l'image de la vie humaine. Il y a ces deux dimensions dans la vie. Il y a qui s'intriquent et qui doivent coexister. La dimension de la liberté, de l'élan, de l'aptitude à sortir de ses carcans pour faire quelque chose de grand, et une forme de rigueur du quotidien, et aussi des compromis, et des choses qui sont pas faciles à admettre, des formes de résignation, mais pour arriver un jour à atteindre une nouvelle forme de passion. Mais la passion, elle passe toujours par de la résignation. Et tu vois, finalement, il y a une sorte de dialectique et de complexité qui se joue dans la vie de tous les jours et qui se joue dans l'artistique. Et ça ne fait que plus écho à ce que j'essaie de défendre, je crois, au sein de ce livre. Tu parles beaucoup dans ce livre de la vision des autres, mais tu développes en filigrane ta propre réflexion qu'on découvre mieux à la fin. Pour toi, on est tous des artistes, créateurs de notre propre vie, comme tu le mentionnais. As-tu des techniques pour vivre cette dimension de nous au quotidien ? Je ne sais pas si j'ai des techniques. Je ne sais pas si j'ai des techniques rationnelles ou rationalisées. Mais je pense que... je pense que je le dis dans mon intro. Tu sais, on parle beaucoup de spirituel dans les considérations actuelles, et effectivement, je pense que le spirituel est très important. Et on peut concevoir le spirituel de tout un tas de manières, et notamment forcément lié à la croyance. Il y a des personnes qui croient, des personnes qui ne croient pas. Il y a des personnes qui sont agnostiques profondément, comme moi. Il y a des personnes donc, qui ne savent absolument pas, qui espèrent, qui n'espèrent pas. Enfin, il y a plein de... Comme je disais, le néant des uns et le paradis des autres. Tu vois, il y a plein de rapports différents quant à la notion de l'après-vie, du spirituel au sens céleste, etc. Mais le spirituel, par définition, c'est quelque chose qui, d'abord et avant tout, inonde notre monde, de mon point de vue. Avoir la foi, croire avoir la foi, et c'est ça que je dis dans l'introduction, et je pense que c'est important dans ma réflexion et dans le cheminement que j'essaie d'emprunter au sein de ce livre, et de faire éventuellement avec le lecteur, s'il a envie de m'accompagner, et de nous accompagner avec les autres artistes qui sont dans ce livre. Croire avoir la foi, c'est la condition sine qua non de l'aventure humaine. Avoir foi en soi, avoir foi en l'autre, avoir foi en une nouvelle histoire, en une amitié, en nos rêves, en notre aptitude à avancer, en notre aptitude à se relever et se faire phénix quand on est en cendres. Tout ça,
pour ça, il faut avoir la foi. Et si j'avais, non pas une technique, mais une chose à dire ou à soulever ou à appuyer comme non pas un conseil, mais comme une idée, en tout cas, pour avancer dans l'existence humaine et pour en faire quelque chose de beau, de grand, en tout cas porteur de sens, c'est de s'atteler à ne jamais perdre cette foi-là. Et c'est pas facile. Il y a des moments où la vie, elle nous malmène. Et puis en plus, par-delà ce que nous, on vit, en Occident, dans nos contrées, dans nos pays, dans nos démocraties, on partage un monde avec des personnes qui traversent la Méditerranée sur des bateaux pour sauver leur vie, quand même. On vit dans un monde d'injustice. Donc garder la foi, même si on dépasse nos propres situations personnelles et qu'on se considère potentiellement comme des privilégiés au regard de tout ce qu'on vit, et parfois, pourtant, on souffre énormément et on a de quoi, mais se confronter à cette situation d'injustice inhérente au monde, c'est extrêmement compliqué. Et c'est compliqué de garder la foi. Mais je suis sûre que c'est la foi qui nous sauve de tout. Et c'est pas forcément la foi religieuse que je ne dénigre pas. Au contraire, je pense qu'on a chacun nos réponses et elles sont toutes louables. Mais la foi, c'est bien au-delà de ça. Continuons à croire. Ne lâchons jamais, jamais, jamais notre croyance en la magie de la vie. C'est le seul conseil que j'aurais à donner. Merci Safia, on arrive à la fin de cette interview. Merci à toi. On a parlé de rapport à soi, aux autres, au monde, à notre corps et de comment tout ça affecte notre processus de création. Merci beaucoup pour cette invitation à garder la foi et à vivre chaque instant dans l'inspiration et la créativité. Pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Safia Westphal, Pour tout l'art du monde, aux éditions Robert Laffont. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée inspirante et artistique. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.